Vous n'irez nulle part. Il n'y en a aucun de nous qui à cet instant n'a pas envie d'être ailleurs. Mais ça, c'est notre boulot. On est comme ça. Entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. À vous de choisir. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 38. Cette semaine, émission Filiation, Justice et Rage. Vous ne nous avez pas laissé le temps de nous dire tout ce qu'on vous aime et tout ce que vous nous manquez. On devrait toujours dire l'importance que les gens prennent, tant qu'il est encore temps. Mais vous ne nous avez pas laissé le temps. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'avez peut-être compris à cette citation d'une chanson de David Hallyday, qui ne m'a pas laissé le temps, qui est sortie en 99, de vous dire tout ce que je t'aime. Une chanson dédiée à son grand-père. Hein. Voilà, donc du temps qui n'est pas laissé, il en est question dans le nouveau long-métrage de Rodrigo Sorogoyen, L'être aimé, El Ser Querido, donc, et ensuite nous parlerons d'un documentaire qui date de 2022 mais qui est disponible sur la plateforme de Arte, Myanmar Diaries du Myanmar Film Collective. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également Margot à la mise en son de cette émission qui vous coucoute. Car le Doc Erwan ne peut malheureusement pas être des nôtres ce soir suite à un impondérable de transport. Hein, parce que Erwan est en ce moment même dans le train qui le ramène d'une région hostile, la Haute-Savoie. Et oui, ça lui apprendra à aller à l'étranger aussi. Après, les transports sont difficiles. Donc Erwan s'excuse, il devait être là, il devait être arrivé à l'heure, mais finalement il va arriver une demi-heure après la fin de cette émission. Donc voilà, Erwan n'est pas des nôtres ce soir. Hein. On lui souhaite quand même bon courage dans le train. Exactement, espérons qu'il y a la clim. Bravo Jean Castex. Voilà, donc ce sont les forces en présence. Oui, c'est lui maintenant le patron de la SNCF après l'ARTATP. C'est lui, voilà. Donc, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc les agendas locaux pour commencer. Le prochain film du dimanche soir sera le dimanche 7 juin à 20h15, toujours proposé par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Et pour réviser avant la sortie de Disclosure Day, le nouveau long-métrage de Steven Spielberg, donc vous pourrez voir ou revoir un de ses meilleurs films, un de ses plus beaux films, je trouve, son deuxième film de 2002. Donc Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Ah oui, un film sur la filiation. Exactement. Sorti à 6 mois d'écart après Minority Report, mais Steven, début des années 2000, il était en pleine bourre. Ah, il était en pleine bourre, voilà. Enchaîné, AI, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, La Guerre des Mondes, Munich. Voilà, il se levait, il disait tiens, je vais être excellent aujourd'hui. Allez hop, tiens. Voilà. Je me lève le matin, je pisse de l'excellence, comme dirait Ricky Bobby. En plus, film ultra sérieux, film mélancolique et en même temps... Fausse comédie légère. Film ultra ludique. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, en effet, performance hallucinante de tout le casting. Exactement. Ouais, c'est formidable. C'est très de revoir. Sinon, en ce moment, au TNB a commencé la troisième partie d'une mini-rétrospective Werner Herzog. Là, c'est la partie Rêve. Rêve les fourmis vertes, tout ça, Wojciech, compagnie. Donc voilà, au TNB encore pendant une semaine. Autrement, ce jeudi à l'Arvor, les rendez-vous de clair-obscur, vous pourrez voir ou revoir L'innocence de Koreeda, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Voilà, tout simplement. Alors que j'aime bien Koreeda, je crois que je ne l'ai pas vu celui-là. Toujours à l'Arvor, c'est ce dimanche 20h15, vous pourrez voir ou revoir toujours Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Voilà, chef-d'œuvre. C'est pas mal quand même, on peut le dire. C'est plutôt pas mal. Niveau sortie nationale, plein de trucs dont
3-4 dont probablement nous ne parlerons pas la semaine prochaine. Il y a le nouveau film de Agnès Jaoui comme metteuse en scène, L'objet du délit, avec elle-même et Daniel Auteuil. C'est une pièce de théâtre à l'air MeToo. Voilà. Autrement, il y a le nouveau film du réalisateur de Dernier train pour Busan, Sang Ho Yeon, qui s'appelle Colonie, qui se passe, de ce que j'ai compris, plus ou moins dans le même univers. Retour pas foufou. Non, retour plus que mitigé. Oui. Ce qui m'embête. Voilà, parce que j'avais trouvé le dernier train pour Busan sympathique. Mais il y avait sympathique. Une suite déjà qu'ils avaient fait il y a 3-4 ans. Peninsula. C'était vraiment pas ouf du tout. Baroque ou boursouflé, ça dépend voilà. De quel côté de la barrière vous pouvez vous mettre. Il y a demain un film d'espionnage français réalisé par Rachel Lang avec Aïdara et Raphaël Personnaz qui sort, qui s'appelle Matari, tout ça, espionnage, Sénégal, Pourquoi pas. Il y a une comédie avec Noémie Lvovsky et Hakim Gemini qui s'appelle Tout va super. Ils sont vraiment de moins en moins chiés pour les titres. Hein. C'est quand même dramatique, quoi. Ouais. Ok. Il y a un film intriguant dont j'ai oublié le nom du réel, mais c'était l'excellent réalisateur du film Taxidermie il y a une vingtaine d'années. Taxidermie, tu te rappelles pas de ça? Film au sens large, à l'Est. Hein, sur un genre de film à sketch, sur justement des sketchs autour de la taxidermie et du body horror, film assez formidable mais bien dégueulasse. Et donc il sort un nouveau film qui s'appelle Cocotte, le film où il y a la poule en personnage principal. Voilà, le pendant basse-cour de EO. Exactement, le film de Skolimowski. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais moi aussi, pourquoi pas, les retours sont très bons. Oui. Et le geste est radical. Exactement. Et autrement, si vous aimez rire, eh bien, n'allez pas au cinéma voir Par amour, le spectacle de Paul Mirabel. Je sais même pas qui c'est. C'est un jeune blanc-bec humoriste, vraiment coupe à chier, et puis clairement, il a des carences alimentaires, visiblement, tu vois, c'est genre de grand malingre avec des bras, un genre de Roméo Elvis du rire, quoi. Ok. Bon, sans les agressions sexuelles, hein, mais voilà, quoi. Voilà, Paul Mirabel. Bon. Pourquoi pas pour les jeunes blancs-becs. Ok. Voilà. Bof. Exactement. Nous allons passer à la section critique de cette émission, vers le rire, les larmes et la tension et l'être aimé. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Los Relicarios avec Michel Querido. Et donc de Michel Querido, il en est question dans El Ser Querido, le nouveau long métrage de Rodrigo Sorogoyen qui était présenté en compétition officielle au dernier festival du film de Cannes, qui s'est terminé samedi soir dernier. Et qui n'a rien eu. Qui a eu Walou. Et donc nouveau film, donc Rodrigo Sorogoyen, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était il y a moins de 6 mois, hein, à l'occasion de la diffusion sur Arte de sa série de fin 2024 Los Años Nuevos. Et on avait parlé ici de quasiment, je crois, tous les films de Sorogoyen depuis son premier long métrage pour le cinéma Stockholm en 2013. Est-ce qu'on avait fait Stockholm? Je crois qu'on a fait Stockholm. Je crois qu'on n'avait pas fait Madrid, mais je crois qu'on avait fait Stockholm. Mais tout ça nous remonte à quand même 2013, hein, donc ce n'est pas rien. Mais Rodrigo Sorogoyen, qui est peut-être un de nos petits chouchous des 10 dernières années, au même titre que Kleber Mendoza Filho. Autre grand cinéaste maniériste et narrateur hors pair de la période contemporaine. En tout cas, clairement, c'est parmi les 2 cinéastes de fiction qui nous intéressent le plus, je pense. Et Rodrigo Sorogoyen, ici, avec donc son nouveau film L'être aimé, collabore une fois de plus avec sa co-scénariste sur quasiment, on va dire 90% de ses projets, donc Isabelle Peña, et qui, en fait, un film qui entretient beaucoup de rapports, mais c'est un hasard, avec le dernier film de Joachim Trier, sorti l'année dernière, qui est à Cannes aussi, Sentimental Values, avec Stellan Skarsgård, donc qui racontait peu ou prou la même histoire, même si de manière extrêmement différente, et parce qu'évidemment Joachim Trier et Sorogoyen n'ont pas du tout le même style de mise en scène, mais donc où un cinéaste auréolé de plusieurs succès depuis le début des années 90, donc incarné par Javier Bardem, qui a notamment eu plusieurs Oscars, 2 Oscars, qui vit à Los Angeles, revient en Espagne pour faire un film qui se passe dans le désert du Sahara pendant la présence espagnole. Et donc, il décide de renouer avec sa fille, dont il est, comme on dit, estranged, dont ils sont étrangers depuis plusieurs années. Donc, incarnée par Victoria Luengo, jeune femme qui a eu extrêmement peu de rapport avec son père
en plus de 30 ans. Elle, c'est un peu une genre de petite actrice qui a fait quelques séries télé, quelques sitcoms et qui surtout est un peu paumée dans sa vie, surtout avec un père, pour le moins toxique, qui en tout cas était un metteur en scène célébré dans toutes les années 90-2000, qui a une aura énorme justement de cette question de l'auteur du film, et donc il décide de revenir en Espagne. Et évidemment, ça va être les relations fictionnelles et réelles qui vont se passer entre ces deux personnages-là, autour duquel vont graviter bien évidemment toute l'équipe du film qui sont en train de faire. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans le film de Sorogoyen. Il y a à la fois ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut dire, je pense, sur les relations père-fille, et aussi plus que sur la question du cinéma, sur la question de l'auteur de cinéma et de la place démentielle qu'on lui a accordée, qu'on accorde aux metteurs en scène dans les films depuis, on va dire, la théorie des auteurs, pour être rapide, on va dire en tout cas depuis les années 60, à la base dans le cinéma français américain. Après, comment est-ce que ça a pu irriguer le reste du cinéma avec le nombre de dérives et de comportements pour le moins contestables qui ont eu lieu dans le cadre du cinéma. Et il y a aussi évidemment tout le microcosme qui est autour, et toutes ces relations de pouvoir, de tension, de rancœur, de non-dit qui existent entre le père et sa fille. Et tout ça passe principalement à la fois par de très longues scènes. C'est quand même le truc de Sorogoyen. Si ce n'est pas des plans séquences, en tout cas ce sont des scènes qui sont très longues, qui sont extrêmement étirées, avec un travail qui n'est pas sur l'épuisement, mais en fait sur la surprise du ping-pong entre différents personnages. Je trouve que là, plus que dans d'autres de ses films, il radicalise justement son principe formel de vraiment coller au corps de ces personnages et évidemment de faire en sorte que ça colle au personnage qu'il est en train de filmer, notamment le personnage de Javier Bardem, qui est un personnage qui aime bien avoir l'ascendant sur les autres. Et Bardem, la manière dont il le joue et la manière dont Sorogoyen le filme, il bouffe parfois littéralement le cadre, à la fois parce que Bardem, on sait, est un acteur monstrueux, ultra charismatique, et là en plus il a une densité, une masse physique qui contraste avec celui de Victoria Luengo, qui elle justement est plus petite, qui est toute menue, et qui est une super actrice qu'on avait déjà vue dans une mini-série de Rodrigo Sorogoyen il y a 4-5 ans qui s'appelait Antidisturbios, sur les brigades anti-émeutes à Madrid, dans lequel elle est absolument formidable. Thibaut. Oui, toujours compliqué de pas, comme tu le disais, en fait là, c'est vrai que l'analogie avec Kleber Mendoza Filho est réelle, parce que il est toujours compliqué de parler de films de tels réalisateurs comme ça, sans avoir un temps de... Surtout on va dire à chaud, entre guillemets. Voilà, sans avoir un temps de digestion un petit peu plus étiré. Moi, je l'ai vu hier et le film, franchement, me reste encore beaucoup en tête. C'est vrai que Sorogoyen, pour le cinéma, on l'avait quitté avec un film absolument monstrueux, un film bestial, comme son titre l'indiquait, Asbestas. Et c'est vrai qu'il avait été surtout, il me semble, vraiment porté au nu avec Il Reino, même si ses projets précédents avaient quand même eu un succès. Asbestas, c'était un peu, on va dire, le film de la reconnaissance, pas internationale, mais en tout cas quasi, quoi. En Occident. C'était vraiment un truc qui avait vraiment marqué, qui avait été loué pour son scénario, pour sa mise en scène, pour la force de l'interprétation de Ménochet, notamment. Mais c'est quand même un cinéaste qui, avant de s'intéresser à la densité humaine, avant de s'intéresser à la complexité des rapports humains, était un cinéaste qui s'intéressait peut-être avant tout à la question du genre cinématographique, c'est-à-dire que certes ces personnages étaient complexes, certes ils avaient des relations, mais ils rentraient néanmoins peut-être dans des cases archétypales, et ils jouaient beaucoup sur le polar, sur par exemple le film d'horreur Asbestas. Il y a des scènes très carpentériennes. Dios nos pardonnez, qui était vraiment plus un pur polar, et il y avait El Reno qui était un genre de thriller thriller, plutôt un thriller. Et tu voyais vraiment un génie de mise en scène en train de se mettre en place. Et puis il y a eu Los Años Nuevos. Tout le monde sait l'amour
indéfinie que je porte à ce projet. Mais en fait, ça a fait... Alors, je ne connais pas la chronologie de l'emploi du temps en fait, de Rodrigo Sorogoyen. Comment, par rapport à Los Años Nuevos, comment il a travaillé par rapport à L'être aimé, quel projet il a mis en branle en premier, comment le tournage s'est effectué. Voilà. Mais en tout cas, Los Años Nuevos permet à Sorogoyen de rentrer vraiment dans la densité humaine pour le cinéma. C'est-à-dire que dans une série, 10 épisodes, ici 10 épisodes d'à peu près 1 heure, c'est vrai qu'on peut rentrer vraiment dans le corps, dans le cœur des personnages. C'est le truc de la série, c'est qu'on a une narration qui permet d'être plus longue, de plus développer des personnages de manière, on va dire, formellement moins marquante, a priori, que... Voilà. En 2h15, parce que Sorogoyen fait quand même des films qui ont une durée pas considérable, mais une durée certaine. Tu dis c'est un peu plus compliqué. Et en fait, le tour de force de ce film-là, c'est qu'il permet il rentre, donc il rajoute une corde à son arc cinématographique. Cette densité humaine, il le fait non pas en 2h15, la durée du film, il le fait en 20 minutes. Et ces 20 minutes sont les 20 minutes d'introduction de L'être aimé. Qui sont les retrouvailles entre le père et la fille au restaurant. C'est une scène de resto. Où c'est formidable parce qu'on sait basiquement rien d'eux. Et très vite, par des détails, par des tics de jeu aussi, on arrive à comprendre les relations compliquées. Et c'est hallucinant. Parce qu'en fait, Sorogoyen filme un restaurant, une mise en espace somme toute limitée, c'est un champ contre champ. C'est aussi simple que ça, c'est un champ contre champ, avec des rapports d'échelle qui vont un petit peu évoluer, jusqu'à ce que, en effet, tu le disais, on arrive sur une échelle tellement proche des personnages que on est quasi, par moments, sur des notions quasi expérimentales. Javier Bardem, ici, mange l'écran. On est au restaurant, mais il le bouffe. Et tu vois Victoria qui est en train qui essaie un petit peu de trouver sa place. Mais au-delà de cette... Ça m'a fait penser, parce que tu parles de rapport de plan qui évolue pendant la scène, ça me fait penser à un autre film avec Javier Bardem, Michael Mann, dans Collatéral. La scène de confrontation entre le mafieux Bardem et le chauffeur de taxi qui est joué par Jamie Foxx, qui se fait passer pour le tueur, pour justement récupérer les informations dont ils ont besoin. À la fois, tu comprends l'évolution des rapports de force par le dialogue, mais surtout par la manière dont Mann le filmait et comment finalement Jamie Foxx prenait de plus en plus d'ampleur dans le cadre, pendant que Bardem se retrouvait engoncé dans un cadre, parce que l'ascendant changeait. Ce sont finalement des choses qui sont très simples au cinéma, mais au final, on a quand même des difficultés à le remarquer, parce que finalement, peu de réalisateurs ou de réalisatrices utilisent un petit peu cette chose, du moins l'utilisent de manière aussi marquée, l'utilisent de manière aussi, pas honnête, mais aussi réfléchie, aussi évidente. Et là où c'est ultra puissant, c'est qu'il y a une simplicité de la mise en scène, mais en même temps, il y a, j'ai envie de dire, une simplicité du jeu d'acteurs et d'actrices. Alors bien entendu, ça joue. On va éviter les superflus, mais c'est exceptionnel. Le jeu de Javier et de Victoria est hallucinant. Mais ça joue un petit peu, ça joue sur la qualité de dialogue, mais des dialogues qui ne sont pas rébarbatifs, des dialogues qui ne sont pas longués, des mots pas surécrits. Mais c'est plutôt des mots qui se cherchent, des silences, des répétitions. Ça va, ça va bien, ça va. Mais ça va. Rodrigo Sorogoyen, il aime bien les regards longs qui en disent long. Et surtout, le regard. C'est ça la question la plus importante. C'est cet œil qui essaye de capter l'œil du partenaire. C'est le regard du partenaire qui essaye de se dérober. On ne sait pas où l'œil va partir. On dit vite un verre de vin là parce qu'il faut que j'arrive à me dérober parce que ça devient beaucoup trop tendu. Et en fait, ces 20 premières minutes là sont hallucinantes. Et on est au mois de juin, bientôt au mois de juin, mais ces 20 minutes là sont peut-être pour moi ce que j'ai vu de mieux cette année. Après, bien entendu, le titre arrive et le film va pouvoir se déployer. Et je ne m'attendais pas à un déploiement aussi ambitieux, parce que oui, ça parle de la relation entre un père absent, entre un père toxique,
mais qui essaye, qui se rend compte un petit peu des choses. Alors, ça va mettre 2 heures, ce qu'ils se rendent compte du mal qu'il a pu faire. Et Victoria... Parce qu'en gros, lui, c'est donc vraiment figure de cinéaste auteur. C'est le daron. Qui a eu des films hyper arty, mais qui en même temps, comme plein de gars de l'époque, ont eu un comportement de merde, alcoolisme, drogue destroy, machin. Où tu vois un peu en plus parce que tu vois en gros des extraits des films que le perso de Bardem a fait. Notamment le premier. Tu vois un peu ça fait genre vraiment les trucs fin de la movida espagnole, les premiers Ñarritus, côté un peu très cru, très cul dans les rapports. C'est ça. Et en fait, et il y a Victoria, voilà, qui est actrice, mais tu sais même pas si elle a envie de devenir vraiment actrice, parce que sa mère était elle-même actrice, mais elle a dû arrêter sa carrière. Elle bosse dans des bars un petit peu, elle vit en coloc. Bon, elle essaye de vivoter, mais a priori, elle arrive quand même à trouver sa place dans la société. Et là, il y a un double programme qui va se mettre en jeu. C'est la relation entre un père et sa fille, et c'est la relation entre un cinéaste et son actrice qui vont aller de pair et qui vont s'entremêler. Et ça s'entremêle, j'ai envie de dire, de manière... à la fois totalement maladroite par la mise en scène de Sorogoyen et en même temps, et je reviens avec ce mot-là, de manière totalement évidente. C'est-à-dire que Sorogoyen, et c'est très bizarre de sa part, c'est quand même un cinéaste qui sait capter, qui a une direction d'acteur ultra puissante, qui sait capter le corps d'un acteur ou d'une actrice, qui sait ultra bien écrire ses dialogues, qui sait capter des regards. Et qui sait bouger sa caméra. Et ici, il va mélanger un espèce il va y avoir un mix de régimes d'images. Tu sais pas trop, en fait, le pourquoi, du comment, si ce n'est peut-être pour arriver à cette porosité père, réalisateur, fille, actrice. Mais j'ai en même temps trouvé ça extrêmement maladroit. Je me dis, Rodrigo n'a pas besoin de ça. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, donc, à la fois, il y a un film tourné en pellicule, les films de jeunesse du réal, des passages en noir et blanc où, a priori, on se dit on va plus dans l'intériorité ou quelque chose de moins palpable. Il y a de la mini-DV, il y a un opérateur mini-DV dans le crédit générique de fin, il y a un opérateur mini-DV, donc là, voilà, mini-DV, c'est truc des années 90. Et... C'est le truc du dogme, ça. Oui, c'est ça, 90, donc truc c'est le matériau dogmatique, enfin le dogme 95, le dogme scandinave, danois. Mais du coup, c'est en même temps passionnant et en même temps faiblard. Et tu te dis, mais pourquoi Rodrigo Sorogoyen, qui est un cinéaste célébré, qui peut être considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cinéaste européen actuel. C'est peut-être un peu le truc. Pourquoi fait-il ça ? Comme du coup, il commence à être célébré, tu vois, c'est un peu le risque que du coup, il croit en son propre talent ou son propre génie et que finalement, il tente des artifices, entre guillemets, de festival, si tu veux. Des trucs un peu arty, si on veut. Alors que généralement, dans sa mise en scène, dans son cinéma, puis dans son écriture, il y a justement la force du truc, c'est que c'est des films hyper opératiques, mais où l'artifice n'était pas si criant ou vulgaire que ça, on va dire. Oui, c'est ça. Et... C'est-à-dire qu'il aime bien les courtes focales, les plans très longs, mais en fait, au bout d'un moment, tu avais tendance à oublier le truc... C'est ce que je disais en intro. En fait, il arrive à poser quelque chose de quasi expérimental où on rentre vraiment dans le corps et dans le cœur des personnages avec juste un changement d'échelle de plan. Ici, il change de régime et je me dis, c'est comme s'il y avait une perte de confiance dans son sujet parce que pour la première fois au cinéma, il essaye d'explorer les tréfonds de l'âme humaine et c'est comme s'il dit, ok, là je touche pas au cinéma de genre, donc j'ai peut-être moins d'influence, alors que voilà, j'ai pas envie de te dire qu'il faut que tu influences Truffaut, mais tu peux essayer de regarder quelque chose. Justement, j'aime bien parce que tu vois, par exemple, on voit du coup évidemment beaucoup de scènes de tournage et compagnie, mais pour le coup, tu vois, c'est un genre de tournage qui est véracile. Tu sens que c'est une grosse prod, mais il n'y a pas non plus 150 personnes sur le plateau et les rapports de force et les rapports qu'il y a entre les différents corps de métier, pour le coup, tu vois, j'y crois beaucoup plus que dans La Nuit américaine de Truffaut, qui est plus un film théorique, un genre de fantasme de à quoi ressemble une grande production, justement pour... Oui, c'est vraiment un truc théorique qui est presque didactique sur un tournage, quoi. Qui n'est pas un truc réaliste du tout chez Truffaut. C'est vrai que sur le tournage du cinéma... Alors, bien entendu, il y a la question humaine dans ce film-là, et puis il y a une question technique. Alors, c'est peut-être là où il fait un film de genre. C'est que tu as l'impression d'assister à une espèce de making-of du film. Mais comme tu le dis, autant chez Truffaut, il y a peut-être une vision romantique du cinéma. Fantasmé, artificiel. Une nuit américaine, c'est un processus artificiel, c'est un procédé artificiel. Ici,
c'est pas ce qui intéresse Sorogoyen, parce que justement Sorogoyen il veut taper là où ça fait mal pour les personnages. Donc on voit le tournage de ce film-là, tous les corps de métier et en fait comment les rapports de force Et il y a notamment une scène centrale se matérialisent avec une scène le centrale tournage de repas qui est d'une tension, hallucinante. en gros, ils se sont plus ou moins pris la tête la veille, le père et la fille, et clairement, comme c'est quelqu'un d'un peu impulsif, voire un peu soupolé, on peut le dire, il va en fait se venger sur ses acteurs, mais pas par des brimades directes, juste par un épuisement de son équipe technique et de ses comédiens sur des conneries qui n'ont pas lieu d'être. Sur un personnage qui ne mange pas assez visiblement, qui n'en fait pas, se refaire et compagnie. Alors, un travelling qui foire. Alors des réals qui font n'importe quoi avec leurs acteurs et actrices, avec leur distribution, ça existe, où tu dois bouffer à 9h du mat une choucroute parce qu'il faut que tu mastiques de telle façon et pas de telle façon. Marco Ferreri, Otto Preminger, de toute façon, voilà. Les metteurs en scène qui se comportent comme des trous de balles sur les tournages, c'est pas ça qui manque. Il y en a eu. Et là, tu vois bien, en fait, la question de la domination masculine et de la toxicité de ce personnage, c'est qu'en fait, les acteurs sont attablés. Et lui, il est debout et il vient. Parce que son combo est sous sa tente. Voilà. Mais il est constamment debout. Donc, du coup, des petits artifices légers, contre-plongée, plongée, voilà, des choses extrêmement simples, mais qui fonctionnent. Et tu dis, bon, il va les épuiser, mais il va quand même terminer son film. Et en fait, D'autant qu'il se tape une grève, un départ de l'équipe technique. Voilà, et en fait, avec la chef-op, précisément, qui est une nouvelle génération qui ne supporte pas ce genre de comportement. Et en fait, les conséquences de ce comportement-là, de ce rapport de domination d'une personne qui s'autoproclame leader, ou du moins chef d'un projet, alors que le cinéma reste avant tout un travail d'équipe, va avoir des conséquences un peu plus loin dans le film, où là, le dialogue entre lui et sa directrice de la photo, ils vont être filmés vraiment sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que ce rapport de domination ne va plus exister. C'est pareil avec sa fille, on est à l'hôtel. Puis il y a les rapports qu'il a avec Marina Foïs, qui en gros, qui joue directrice de prod, sa productrice un peu historique et compagnie, où Marina Foïs, elle a quand même souvent ce type de jeu d'être un peu atone, d'être un peu vraiment, c'est la grosse déprime, quoi. Elle joue beaucoup comme ça, Marina Foïs. Et en fait, justement, ça colle hyper bien là-dedans sur ce côté, je suis super blasé, de toute façon, avec toi, tu m'as tout fait, donc que je suis plus à ça près. Et les rapports de domination et les rapports de travail ne sont pas les mêmes, du coup, évidemment, avec elle qu'avec le reste de l'équipe. C'est ça, c'est qu'en fait, on va passer d'un système en plongée contre plongée. C'est la même chose qu'il a d'ailleurs avec sa fille. Quand ils sont dans l'hôtel, lui, il est un peu plus élevé, elle est un peu en contrebas. Ça, c'est super beau, les scènes de regard par balcon interposé. Mais du coup, cette mise en scène va évoluer pour aller vers des choses beaucoup plus à plat, pour montrer que ce réalisateur est typiquement un gros con. Il y a le dialogue avec sa mère directrice avec sa directrice de la photographie, qui est à plat. Et elle se casse, et puis elle se casse avec toute sa team. Et puis il y a le dialogue final dans le resto avec Marina Foïs, où là, il n'y a même pas de chant contre chant, c'est à plat, littéralement, tous les deux dans le cadre, qui lui dit tu me fais chier. Et tout ça va avoir des conséquences, c'est qu'à la fin, dialogue absolument magnifique entre Javier et Victoria, où elle va lui demander, faut pas trop divulgacher, mais en gros, elle va lui demander, mais tu te rends compte que t'es un connard ? Et au final, il va avoir une réponse. Mais il faut quand même qu'on passe par tout ce processus de mise en scène qui va petit à petit s'aplanir pour arriver à ce dialogue final absolument bouleversant et qui évite à Javier Bardem de tomber dans l'écueil du feel-good movie ou du moins du happy end, parce que quand même... la narration du film ne rattrape pas le personnage et ne l'excuse jamais. Jamais. Lui a une mini prise de conscience, on va dire, du mal qu'il a pu faire, des rapports qu'il avait eu avec les gens en termes personnels et en termes professionnels, mais ce n'est pas du tout pour l'excuser, c'est pas pour le rattraper, c'est même pas pour amener à un happy end ou une réconciliation, où on sortirait les violons et puis on se met à danser et compagnie, quoi. Du coup, c'est plus
un pas vers un processus qui va être très long, qui va peut-être s'arrêter d'ailleurs après le tournage. C'est clair, là il y a un hors-champ qui commence à se mettre en place, mais d'ailleurs c'est le même type de hors-champ qui se met en place à la fin de Los Años Nuevos, où en fait où tu dis ok il sera biboche, mais putain il sera biboche, mais de quelle manière? Et là tu dis ok il prend conscience de quelque chose, mais comme tu le dis, autant il va se casser, son tournage va être fini, le film avait l'air magnifique, hein, les décors ça avait l'air super, il va faire un film, il va cartonner et en fait basta, et puis il va retourner à autre chose et il va retourner à son gros comportement de connard. Et ça, on n'en sait rien. Et la possibilité de ce hors-champ-là, et c'est très intelligent de la part de Sorogoyen, justement, de ne pas tomber dans l'écueil du happy end, du violon, alors que tu as envie, globalement, parce que la performance des acteurs et les personnages sont tellement bien écrits, tu as un tout petit peu envie d'y croire. Et tu sais très bien que cette toute petite lueur de croyance, elle n'est pas bonne pour le film. Puis et ça, Sorogoyen le sait. On va faire le côté méta, c'est que le perso de Bardem... ils ont eu en gros des problèmes techniques de son sur le plateau et il dit de toute façon c'est pas grave, on peut finir sans dialogue, on met juste de la zik puis des gens qui marchent, enfin, en gros on fait Antonioni quoi, et ça marche mieux. Mais pourquoi pas? Le dialogue est superflu. Ouais, mais tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de les mettre? En fait, il le remet à l'envers clairement quoi. Et puis il y a autre chose. Alors il y a autre chose dans le film qui je trouve qui m'intéresse. C'est que voilà, on parlait de sa mise en scène par rapport au régime d'image, comme si il manquait une confiance par rapport à ça. On dit je disais oui, bon par exemple cinéaste de l'âme humaine, il y a François Truffaut parce qu'on a parlé de François Truffaut maintenant. Bergman si tu veux. François Truffaut le fait, mais avec peut-être une distance. Du coup, tu peux essayer de penser quelque chose. Mais il y a un film pourtant qui aurait pu amener Sorogoyen, mais je pense qu'il l'a vu, de toute façon je suis sûr qu'il l'a vu et je pense qu'il y a pensé, qui aurait pu amener Sorogoyen à repenser un petit peu ce régime d'image, c'est le Stromboli de Rossellini, parce que clairement je vous fais pas, mais bon, quand Ingrid Bergman pour le pitch vite fait le pitch de Stromboli, Ingrid Bergman se marie avec un ancien militaire, ils vont s'installer à Stromboli, ça se passe mal, sur l'île de Stromboli, ça se passe mal avec la communauté, elle essaie un peu de faire sa place, mais c'est quand même le bazar, et elle va essayer elle monte, parce qu'elle doit passer de l'autre côté pour aller chercher quelque chose, et elle monte en haut du célèbre volcan, et c'est une espèce de prise de conscience, enfin une recherche de soi-même, une recherche de Dieu, métaphysique, tout ce que vous voulez. Et là, tu te dis, ok, quand Victoria, elle commence à monter, parce que le film est tourné aux Canaries, à Fuerteventura, donc archipel volcanique, désertique. Tu dis quand elle commence à monter, et qu'elle commence à penser à ce qu'elle est en train de faire au sommet du volcan, tu fais allez bingo Rossellini. Mais tu t'es pas dit que cuit, les Canaries étaient cuits. Mais tu dis je trouve que Truffaut, quoi qu'on en dise, a une mise en scène subtile. Rossellini a une mise en scène subtile, alors que Sorogoyen, par rapport à ça, fait une mise en scène un petit peu boursouflée. Enfin, par rapport à cette question du régime d'image. Et je me dis, ok, t'as voulu faire le contrepoint de ces immenses cinéastes, mais je trouve que ça te va pas. Voilà, c'est ça le truc. Je trouve que ça n'habille pas le projet de Rodrigo Sorogoyen de manière élégance qu'il a finalement toujours eu dans toute sa filmographie. Voilà. Je trouve ça con, mais franchement, en fait, c'est vraiment chipoté. Il y a cette question de régime d'image, alors qu'en même temps, je trouve que dans le reste de son filmage, il se radicalise encore plus dans la manière dont il filme ses comédiens. Ouais, alors... C'est vraiment, on chipote, hein, parce que franchement, des régimes d'image différents, il n'y en a pas 150 non plus, hein, c'est pas non plus un film expérimental, mais c'est tellement prégnant, tu te demandes vraiment ce qu'il a envie de faire là-dessus, que forcément ça retravaille. Puis tu as un peu l'impression que parfois ça sort comme un cheveu sur la soupe, ouais, tout ça bizarre. Après, voilà, faut pas non plus, c'est un film immense, hein, c'est quand même pas mal, ouais, bien entendu. Il faut pas bouder notre plaisir devant une telle performance, et puis des moments d'émotion. Alors l'émotion, elle vient peut-être moins de Javier Bardem, mais elle vient des autres. Quoique, il y a une séquence de Javier Bardem. Il y a trois moments, je trouve, très puissants émotionnellement dans le film. Donc la fin du repas, mais là on est sur une ligne de dialogue. Et il y a 2 scènes de musique qui sont folles. C'est une scène dans la bagnole où il commence à chanter un tube pop type Los Planetas,
où voilà, il y a une cohésion de groupe qui commence à venir. Et la chanson, c'est un truc de Fragile. Enfin bon, tu dis que c'est super. Là, c'est pur truc de voilà, Fragile c'est espagnol. super. Et quand Javier Bardem croise Victoria à la cafétéria et qui met la musique, qui met une musique mentale dans sa tête et il dit ah oui quand même ça marche. Il a des vrais beaux, il y a quand même des vrais beaux moments d'émotion derrière un exercice quand même théorique, mais arriver à pallier autant cette théorie et aller aussi loin dans l'émotion, dans le sentiment, dans l'écriture de personnages, une écriture absolument magistrale. Voilà, moi, clairement, c'est mon chouchou. Et avec ce film-là, il m'a pas déçu. Et même, ça remonte encore. J'ai envie de te dire, c'est le meilleur cinéaste du monde. Wow. Enfin, moi, il me scie à chaque fois. Et cette évolution dans sa filmo est super parce que Stockholm, son premier film, était une espèce de teen movie, mais qui parlait du sentiment humain. Il est passé sur autre chose. Et là, il revient quasiment à ses premiers amours. Voilà, c'est la crise des 45 ans. Voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa vie non plus, mais il y a un truc qui se passe. Et putain, mais quel filmo. Donc, L'être aimé, El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, évidemment, toujours dans les salles. On va continuer à parler de violence et de régime d'image, et on va se diriger vers un peuple en pleine répression. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était Trust avec répression bien évidemment, car de répression il en est question dans le documentaire Myanmar Diaries, une bouteille à la mer, donc qui est disponible sur Arte depuis quelques semaines et qui est en fait un film qui date de 2022 réalisé par le Myanmar Film Collective sur lequel nous allons revenir. Et qui donc en fait documente la répression qui a eu lieu suite au coup d'état militaire de la junte en Birmanie en 2021, en Birmanie ou Myanmar. Hein. D'où l'extrait bien évidemment de John Rambo qui est eu en pré-générique, hein, un film qui se passe en Birmanie avec la junte qui fait des trucs de junte. Et donc, comme je disais, film qui documente toutes ces répressions, réalisé par... donc un collectif qui réunit à peu près une quinzaine de personnes, toutes anonymisées évidemment pour des questions de sécurité. Et donc le film a été coproduit par des sociétés hollandaises et norvégiennes, probablement des membres de la diaspora qui justement se sont occupés de réunir un petit peu toutes ces images, de les remonter et de les retravailler. Puisque dans ce documentaire-là, nous parlions de régime d'image tout à l'heure. Là aussi, évidemment, il y en a plusieurs. Il y a à la fois différents points de vue et différents régimes d'image, parce qu'il y aura des images captées, on va dire, par des kidams avec leur appareil photo, avec leur téléphone portable, des scènes de violence et de répression dans la rue, mais aussi, on va dire, des visions, entre guillemets, d'artistes birmans qui donc vont essayer de mettre en scène de manière plus ou moins métaphorique justement la question de cette répression de la junte birmane, qui avait vraiment, pour le coup, repris du poil de la bête en 2021 en foutant en tôle Aung San Suu Kyi, qui à l'époque a été prix Nobel de la paix depuis quelques temps et fameuse opposante au régime militaire et qui après, du coup, nouveau coup d'État, donc bam, retour en prison. Thibaut. Oui, le très beau film, beau. Bien entendu, je mets le terme entre guillemets. Beaucoup de guillemets dans cette émission. Hein. Ouais, parce que c'est... En fait, tu sens la... En fait, il y a la dégueulasserie d'un contexte et il y a la beauté d'un film. Et c'est ça le truc, c'est ça le paradoxe. En effet, le film est passionnant, en fait, parce que la vision de ce collectif... de cinéastes dont on ne connaît pas, en fait, on ne connaît pas le nombre de cinéastes, on ne connaît pas également où font-ils partie de la diaspora, sont-ils sur place, ont-ils justement qui pour le coup est un film qui est contre la question d'auteur. Voilà. Mais où le point de vue n'est pas absent pour autant. Ah non, il y a clairement un point de vue et c'est un collectif bien entendu qui va pas...
Je suis pas sûr que documenter la répression soit l'enjeu principal du film. C'est bien entendu une problématique, mais c'est surtout la question du peuple et quelle est la place du peuple au sein de cette répression. C'est-à-dire qu'on ne va pas tomber dans l'écueil d'une espèce de Je sais pas. J'ai plus le terme de guérilla porn, enfin Oui. riot porn. Ouais. On va pas tomber dans l'écueil du riot porn, genre qui avait été beaucoup utilisé en France, notamment contre la loi travail, avec la loi El Khomri, notamment à Rennes, mais qui est un genre tout à fait louable et qu'il faut discuter ici. Mais qui généralement s'apparente plus à du reportage que du documentaire. Le Voilà, tu vois, les trucs de Nantes révoltée, les machins par comme exemple, ça, voilà, les vidéos qui avaient été utilisées par Dufresne dans Un pays qui se tient C'est sage, ça. Alors, sur le mouvement des Gilets jaunes et compagnie. c'est-à-dire qu'il faut ces images-là pour ensuite les travailler au sein d'un point de vue et au sein d'un film, comme l'avait fait David Dufresne. Et ici, on ne tombe pas trop dans cet écueil parce qu'au final, des images, il y en a finalement peu. Mais il y a surtout, en fait, ces fameuses vues d'artistes qui nous permettent de saisir un petit peu la place des jeunes et des moins jeunes, en gros du kidam birman, au sein de cette répression. Et la démarche me fait penser à un autre collectif qui se situe, lui, en Syrie. On en avait parlé à l'époque, mais bon, ça date de... On est plutôt en 2012, hein. C'était déjà une petite... il y a déjà une paire d'années. Et c'était le collectif Abu Nadara, en fait, où on essayait un petit peu de comprendre ce que c'était être syrien à l'époque à l'époque du gros bazar qu'il y avait... au moment du gros bazar qu'il y avait à l'époque, parce que le gros bazar, il est encore là. Et ici, c'est un petit peu pareil. Je trouve, donc du coup, le film n'est pas un film révolté et révoltant, et du coup énervant, en se disant c'est n'importe quoi, c'est la merde, ils font n'importe quoi, c'est... Alors si, mais on essaye plutôt de se questionner de manière plus intime, voilà, sur la place du Birman. Alors je pense que les séquences de vues d'artistes sont très écrites. Oui, pour le coup. À ce niveau-là. Sont-elles jouées par des acteurs et des actrices ? Je ne sais pas. À ce titre, en fait, le générique de fin est mortel. Là, les cartons finaux sont exceptionnels. Mais ça nous permet un peu, non pas de nous envoler, même si à un moment, il y a une ombre chinoise de Colombe, c'est une image ultra poétique, mais ici, qui a toute sa place. Ça ne nous permet pas de nous envoler, mais ça nous permet quand même de rentrer dans l'état d'âme de la population birmane, voilà, à la manière d'une métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande démonstration, il n'y a pas... Parce que le film est assez ramassé, hein, il doit faire 1h09. 1h09. Il n'y a pas une surabondance de cartons explicatifs, il y en a quelques-uns bien entendu. Il y en a un au début qui remet en contexte, en gros. Et il y en a à la fin. Voilà. Mais c'est tout. Et en fait, le film va se laisser aller. Je trouve que le geste, du coup, cinématographique est absolument passionnant parce qu'il ne veut pas nous faire rentrer dedans. En fait, il veut nous faire prendre du recul par rapport à ça. Et je trouve que la démarche est très satisfaisante. Ça rapproche en fait de toute une frange du cinéma engagé ou du cinéma dit militant, notamment dans le documentaire, qu'on pourrait quasiment faire remonter à Patricio Guzman avec sa trilogie La bataille du Chili, sur justement de la prise du pouvoir par Pinochet et ses sbires au Chili dans les années 70, qui était un film avec une ambition qui était encore différente parce que c'était une trilogie, c'est des très longs films, mais il y avait cette même volonté de documenter la répression, de documenter l'insurrection et la contre-insurrection, et en remettant toujours en question centrale, plus que le pouvoir de la junte, la question du peuple et des potentialités ou des terrains de résistance qu'on peut trouver dans un cadre justement donc de dictature. En Birmanie, c'est le cas. Au Chili aussi, évidemment, c'était le cas. Mais il y a toute une frange du cinéma où les répressions ont toujours été documentées avec
plus ou moins de facilité, même si évidemment aujourd'hui, du fait des réseaux de communication et du flux continu des images, évidemment, on a accès ou on peut retravailler ces images-là d'une manière différente, où justement on n'est plus obligé de passer uniquement par un seul point de vue d'un metteur en scène qui serait identifié, mais par la question du collectif qui aussi, je trouve, et c'est heureux, reprend de plus en plus de place dans les questions du cinéma militant et de la politique de manière générale. C'est clair. En plus, la question du collectif est ultra importante parce que, en fait, dans cette situation birmane, tout le monde est mis à l'as. En fait, tout le monde est victime de cette répression. Et je trouve qu'en fait, ne pas faire de distinction entre cette dame qui dit au camion, mais vous pourrez être mes fils, Oui, en fait. la vieille qui gueule sur Voilà, des mais militaires. vous pourrez être mes fils, que c'est n'importe quoi. Et des petits jeunes qui vont tenter une contre-insurrection en essayant de prendre les armes, quoique on sait pas trop, mais du moins qui vont s'entraîner, qui vont dans la jungle et où ils apprennent à tirer. Voilà, je trouve que ça permet de construire une certaine unité dans la pluralité des situations de birmanes. montrer un Et je trouve peu que cette la- question du collectif, en fait, c'est comme si le collectif était en lui-même une métaphore de la variété de la société birmane. Ouais, puis t'as les différentes manières d'envisager la résistance face à une dictature. T'as soit la résistance passive, je sais pas, faire des sittings, essayer de faire des contestations, soit en utilisant des moyens de communication, mais qui du coup ne correspondront pas totalement à l'ère moderne parce que Internet est contrôlé et compagnie. Donc les imprimeries, et il y a aussi l'heure de faire de la propagande insurrectionnelle, et il y a son pendant plus radical qui est la propagande par le fait, qui est donc la lutte armée, comme on a vu de toute façon dans énormément de situations, que ce soit dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment en Colombie, quand il y avait les FARC, le Sentier Lumineux et compagnie, des mouvements comme le Chiapas au Mexique, des mouvements comme le FPLP et puis l'OLP aux Palestine dans les années 70. On peut retrouver les films là. Moi, j'avais pensé à, quand tu me parles de propagande par le fait, bien entendu, je pense à... On peut mettre ce film-là en parallèle avec l'histoire de l'anarchisme de Tancred Ramonet aussi, qui permet un petit peu de saisir... sa tétralogie de documentaire absolument sur l'histoire de formidable. l'art, oui. Donc voilà, c'est un très beau film. J'ai vu que, parce qu'il y a le petit descriptif à la fin, Sur le site d'Arte. sur le site d'Arte, le film a eu de très très beaux retours. Il a eu un petit succès institutionnel. Mais en tout cas, je trouve que... Sauf que malheureusement, tu sais que la Birmanie, entre guillemets, en Occident, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Mais je trouve que la vision collective du truc, moi, ouais, je vais dire... Non, je vais pas le dire. Moi, j'allais dire, je vais me taire. en ce moment, avec tous les conflits qu'il y a dans le monde, on est gâté en termes de cinéma mais documentaire, mais ça serait un peu maladroit. La trajectoire cinématographique de collectifs type le Myanmar Film Collective ou Abu Nadara, moi, me stimule plus que, par exemple, le film Mr. Nobody contre Poutine. Voilà, qui est un film qui a bien entendu raison d'être, raison d'exister, mais où tu sentais un film un peu plus conventionnel. Occidentalisé, en Voilà. tout cas. Ici, on est sur festivalesque. ici, on est sur un rapport bien entendu énervé, mais peut-être plus poétique, plus métaphorique, et ce qui fait que Sans non plus, tu vois, par exemple, d'une radicalité comme il y avait avec les groupes Medvedkin de Godard et Gorin dans les années 70. Non, mais ça nous permet quand même ça nous permet en fait de prendre du recul, et je trouve que le message est beaucoup plus percutant et efficient par rapport à cette situation. Donc voilà, bravo à elle et à eux. J'espère que tout va bien de leur côté. C'est pas sûr. Donc voilà, Myanmar Diaries, une bouteille à la mer, disponible encore sur le site d'Arte. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Donc les coups de cœur carrément fleurés avant que l'on crève de chaud dans ce studio. Oui. Moi, ça va être de la musique rafraîchissante, vu qu'elle vient du Danemark. Ça va être le groupe MOL, M-O-L, avec leur dernier album qui est sorti en début d'année, en février, il me semble, qui s'appelle Dream Crush.
Comment on pourrait qualifier ça? Du black gaze, tendance Death Heaven, mais beaucoup moins ambitieux que le célèbre groupe américain. Moll propose une musique, voilà, peut-être plus, pas percutante, mais peut-être plus facile, moins ambitieuse, plus facile d'accès, mais néanmoins extrêmement bien écrite, avec des mélodies très accrocheuses et surtout un chant absolument démoniaque. Très bien, merci. Moi, ce sera deux films. Un film de Pedro Almodóvar de 1984, 85, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, avec Carmen Maura en héroïne, donc mère de famille, qui doit tout faire, qui se fait chier, c'est le sbeul dans la famille, ça part en sucette, et donc évidemment, portrait de femme, comme on dit, absolument merveilleux, film très drôle, film très cru, film très dur. Et sinon, ce sera un film de Bruce McDonald, film canadien, du 86 ou 96, qui s'appelle Roadkill, dans une jeune femme qui travaille pour une maison de disques doit retrouver un de leurs groupes fétiches qui s'est perdu sur la route, et notamment le chanteur qui est parti faire n'importe quoi, et donc ça va être une quête au Canada, en Ontario et compagnie, pour retrouver à travers différentes figures du rock'n'roll, retrouver ce groupe-là, avec à la fin une petite apparition de Joey Ramone. Donc voilà, bande son absolument parfaite, noir et blanc sublime, ambiance à la cool, et film canadien, j'en vois pas souvent, donc écoutez, c'était plutôt pas mal, un film rock comme on aime. Voilà, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission, merci carrément Floré. Prochaine émission, prochaine édition, ciao, bonsoir. Salut.